Bonjour et bienvenue, je suis Frédéric Lebovitch. Je vais vous proposer aujourd'hui une présentation sur les huiles essentielles anti-infectieuses. Donc j'ouvre le document, voilà, j'essaye de faire ça de façon à ce que ça soit lisible. Voilà, non, je ne sais pas si c'est la meilleure méthode, on va essayer de faire ça autrement, par exemple, voilà, comme ça me paraît pas mal. Donc, les huiles essentielles partent, en tout cas l'utilisation des huiles essentielles, qu'on appelle l'aromathérapie, part du principe que la nature pourvoit à l'essentiel de nos besoins. Essentiel, j'ai fait une petite faute, je vous prie de m'en excuser. En fait, les plantes, donc, qui sont la source en fait de la création des huiles essentielles, ne sont pas à proprement parler fabriquées pour l'homme. Non, mais par contre, elles contiennent un certain nombre de molécules qui leur servent à elles à communiquer entre elles, puisque les plantes communiquent entre elles, leur servent également à se défendre contre les attaques extérieures, les insectes nuisibles, les maladies, et également à attirer par des parfums tout à fait remarquables les insectes qui, eux, vont servir à la pollinisation et donc au développement de ces fleurs et de ces plantes. Donc les huiles essentielles, elles sont obtenues par distillation ou par expression à partir de ces plantes, de fruits, de fleurs, de tiges, de racines, d'écorces d'arbres. Et avec tout ça, on fait une distillation avec de la vapeur d'eau et on obtient d'un côté l'hydrolat et de l'autre côté les huiles essentielles qui sont donc un concentré de toutes ces molécules aromatiques qui sont tout à fait intéressantes pour nous aider dans notre développement et dans notre bien-être. Donc les huiles essentielles, elles sont très intéressantes pour accompagner un traitement médical ou réduire la quantité de médicaments. Elles peuvent également réduire, voire faire disparaître certains effets secondaires de la prise de médicaments. Elles peuvent aussi nous aider dans les problèmes psycho-émotionnels. Mais j'attire votre attention sur le fait que naturel ne signifie pas sans danger. On connaît tous les méduses. Lorsqu'on touche une méduse, on a une réaction allergique cutanée qui peut être assez désagréable. On connaît tous les champignons hallucinogènes ou voire mortels comme la manite phalloïde et d'autres. Donc ça, ce sont des produits naturels, des éléments naturels. Pour autant, c'est dangereux. Donc il faut, en partant de ce principe-là, utiliser les huiles essentielles avec discernement. C'est pour ça qu'il faut mieux les connaître et c'est l'idée avec laquelle Revera conçoit ces formations, ces modules pour justement nous permettre de les utiliser d'une façon efficace mais aussi prudente. Donc les huiles essentielles, elles peuvent aider à prévenir des maladies ou des déséquilibres des systèmes de l'organisme. Elles peuvent également soulager la douleur et même traiter certains symptômes, avec des guillemets évidemment. Les huiles essentielles sont donc une concentration très forte de molécules, des molécules aromatiques qui sont volatiles et qui ne sont présentes que dans un certain nombre de plantes. On ne fait pas d'huile essentielle avec toutes les plantes. Donc leur utilisation peut présenter des dangers, comme je vous le disais, et c'est pourquoi on a conçu cet e-book pour vous faciliter leur usage de façon personnelle et familiale. On n'est pas là pour former des gens qui prescrivent des huiles essentielles. Prescription, c'est un terme réservé au corps médical, mais il est là pour vous aider à bien les utiliser, à vous donner des conseils d'une façon pertinente. Et évidemment, rien ne remplace l'avis médical, la consultation d'un médecin ou les conseils d'un pharmacien. Donc il y a 3 voies pour administrer une huile essentielle que l'on connaît plus ou moins, la voie orale. Donc il y a une grande partie des huiles essentielles que l'on peut ingérer en mettant 1 ou 2 gouttes sous la langue ou alors avec un support tel que de la mie de pain, du miel, un sucre, un comprimé neutre qu'on peut trouver en parapharmacie ou dans des boutiques d'alimentation naturelle. Et donc cette voie orale va être réservée pour traiter certains problèmes, type digestif par exemple, ou pour aider à lutter contre des bactéries qui se seraient intégrées dans l'intestin,
ça ne va pas être forcément la première intention. Pour utiliser les huiles essentielles, on va plutôt privilégier la deuxième voie, c'est-à-dire la voie cutanée. Donc la peau, massage sur la peau, soit de façon pure, pour certaines huiles c'est possible, pour d'autres il va falloir les diluer à 5, 10, 20, 30, 50%. On va pouvoir privilégier certaines zones, par exemple sous la plante des pieds, c'est souvent intéressant parce que l'huile essentielle pénètre dans l'organisme dans une zone dans laquelle il y a un afflux sanguin, une circulation sanguine importante, et ça va pouvoir distribuer l'huile essentielle d'une façon tout à fait remarquable sur l'ensemble de l'organisme. La troisième voie, c'est la voie olfactive. Excusez-moi, donc là on va utiliser un diffuseur, donc un diffuseur qui ne chauffe pas l'huile. Il y a plusieurs techniques, ça fera l'objet d'une autre présentation. Donc on trouve évidemment différents types de diffuseurs. On peut aussi mettre 1 ou 2 gouttes sur un mouchoir ou sur du coton, un coton, à côté du lit par exemple, pour désengorger le système respiratoire. J'utilise du Yaouli, moi, pour mes enfants, ça marche plutôt pas mal. Ou encore respirer au flacon. Pour le côté psycho-émotionnel, c'est quelque chose d'assez intéressant. Je vous montre, puisque je vais le faire en direct live. Donc là, c'est une huile essentielle d'encens. Je ne sais pas si vous pouvez voir, la caméra est par là. Voilà, de la marque doTERRA, qui est une marque d'huile essentielle de très très haute qualité. Et on peut aussi, même si je ne l'ai pas mis dans le diapo, mettre 1 goutte ou 2 dans les mains ou sur les poignets et en faire un masque. De cette façon, on respire tout ça et ça a un effet réel sur l'aspect psycho-émotionnel notamment. Des précautions à prendre. Comme je vous le disais, l'utilisation des huiles essentielles, ça n'est pas neutre, ça n'est pas forcément sans danger. Donc c'est la raison pour laquelle on utilise souvent une huile végétale pour diluer cette huile essentielle. Et ça peut aider en plus, ça peut faciliter la pénétration dans l'épiderme, le derme puis l'hypoderme pour atteindre justement la circulation sanguine. Je vous invite et vous encourage à être curieux, à vous intéresser aux huiles essentielles avec Revera, mais aussi avec d'autres supports, bien évidemment, mais à vous intéresser aussi à d'autres éléments, à d'autres outils qui sont à notre disposition pour une médecine saine et naturelle. Je pense notamment aux hydrolats, qui sont donc l'eau florale que l'on récolte lorsqu'on fait de la distillation. On a d'un côté l'huile, de l'autre côté l'eau, puisque le principe de la distillation, c'est d'évacuer l'eau des plantes pour en recueillir uniquement un concentré de molécules. Mais l'eau qui résulte de cette distillation, qu'on appelle donc de l'eau florale ou de l'hydrolat, elle a quelques petites particules comme ça qui se sont intégrées dans le liquide, et ça a un effet assez intéressant pour certaines choses, pour des traitements en termes de prévention, sur des traitements au long cours, pas vraiment des traitements, mais en tout cas pour une réharmonisation au long cours de certains systèmes du corps humain. Vous pouvez aussi vous intéresser à la phytothérapie, donc l'art de se soigner ou de prendre soin de soi par les plantes. La méditation, qui est un outil, un moyen extrêmement efficace pour remoduler un peu son cerveau. Ça a été prouvé scientifiquement par des IRM. Et c'est une routine que l'on peut mettre en place quotidiennement, la méditation, et qui peut nous apaiser et qui peut aussi nous ouvrir sur tout un champ, tout un monde un peu plus spirituel ou un peu plus connecté à soi-même, qui peut être tout à fait intéressant. Vous pouvez aussi vous tourner du côté de la réflexologie palmaire ou plantaire. Il y en a d'autres éléments. La naturopathie vous offre pas mal d'autres choses. On a aussi les fleurs de Bach, qui sont des choses qui peuvent être utilisées pour nous aider à nous apaiser dans nos émotions par le message que retient l'eau, qui a fait l'objet d'une... Enfin, comment vous dire ça ? En fait, la fleur de Bach, c'est de la macération de plantes selon un procédé bien établi par le docteur Bach au début du XXe siècle, et qui a remarqué qu'avec il y a 38 plantes qui sont utilisées, que chaque plante va correspondre à un type de caractère particulier. Et donc, pour nous aider
à vivre mieux avec nos caractères, nos émotions. On peut utiliser ces flancs de bac. C'est assez intéressant et c'est quelque chose qui, pour le coup, est sans danger. Précaution très intéressante aussi et importante, ne jamais, mais alors jamais, utiliser les huiles essentielles sur les muqueuses, donc dans l'oreille, dans le nez, par exemple, ou dans les parties intimes. Jamais dans les yeux non plus. Donc si jamais il y a une goutte qui tombe accidentellement dans les yeux, rincer à l'eau ne sert à rien, puisque les huiles essentielles sont hydrofuges, elles fuient l'eau. Mais par contre, utiliser 2-3 gouttes d'huile végétale dans l'œil, ça permet d'évacuer l'huile essentielle avec l'effet des larmes qui vont intervenir. Et donc, on peut éliminer les huiles essentielles qui seraient tombées dans les yeux. Et je rappelle, une fois de plus, la prudence et l'attention qu'il faut avoir dans l'utilisation des huiles essentielles. Et je vous invite aussi à vous renseigner sur Internet, par le bouche à oreille, sur la qualité des huiles essentielles que vous utilisez, parce que certaines huiles vont être trafiquées avec des huiles de synthèse, il va y avoir des ajouts d'une huile peu onéreuse dans un flacon avec un petit fond d'huile plus cher pour tromper le consommateur. Il peut y avoir aussi des huiles végétales ou d'autres produits qui peuvent être plus ou moins synthétiques introduites dans les flacons, encore une fois pour vendre au prix d'une huile essentielle un produit dans lequel il y aura une petite dilution d'huile et ça sera beaucoup moins efficace. Vous aurez besoin d'en acheter beaucoup plus pour avoir l'effet espéré. C'est donc aberrant. Et donc, renseignez-vous sur la qualité des huiles essentielles. Le jour où vous avez fait une enquête sérieuse et minutieuse sur une marque et que vous avez confiance dans cette marque pour l'avoir utilisée, vous pouvez essayer de la garder voilà, sur 2-3 marques par exemple. Moi j'en connais une qui est tout à fait intéressante, c'est donc doTERRA, parce qu'ils ont un système de certification qui est assez approfondi, peut-être le plus approfondi de ce qu'il existe sur le marché. Et ce processus-là, c'est la certification CTPG, donc qui est une certification sur la pureté et sur le caractère thérapeutique, la qualité thérapeutique des huiles. En plus, ils maîtrisent la fabrication depuis la culture des plantes, en passant par la distillation jusqu'à l'enflaconnage et donc toutes les analyses qui vont avec. Et pour terminer, c'est une entreprise qui aide dans une idée de commerce équitable les fabricants, les distillateurs, les cultivateurs dans 40 pays à travers le monde. Donc c'est une entreprise dans laquelle vous pouvez avoir confiance. Il y en a d'autres qui sont intéressantes. Je vous invite donc à faire vos petites enquêtes par rapport à ça. Donc pour une question de sécurité et également d'efficacité, il faut se procurer des huiles essentielles pures, sans adjonction de substituts chimiques, sans mélange d'huiles qui ne serait pas annoncé, des huiles qui ont fait l'objet d'une distillation totale, c'est-à-dire que la plante, elle contient des molécules plus ou moins légères, plus ou moins lourdes, et en premier, on va avoir les molécules légères qui vont tomber dans l'huile, et à la fin, les molécules les plus lourdes. Pour qu'on ait un effet réel des huiles, il faut que les huiles soient distillées totalement. Ça peut prendre jusqu'à 24 ou 36 heures pour certaines. D'autres sont distillées en 2-3 heures, mais il y en a qui sont beaucoup plus longues. Évidemment, pour des raisons financières, certains laboratoires, certaines entreprises vont utiliser des huiles qui ont été distillées de façon partielle et on n'aura pas cet effet synergique puisqu'une huile essentielle contient parfois jusqu'à 2, 3, 400, 600 molécules et c'est le fait de les mettre ensemble qui va avoir un effet intéressant parce qu'en effet, la plante, elle a créé cet assemblage si particulier propre à son environnement qui va avoir les effets dont elle a besoin. Et ces effets-là, on va essayer de les utiliser pour nous. Donc, très important d'avoir une distillation totale ou complète. Vous verrez ça sur certains flacons, d'autres ne le mettent pas. C'est un signe voilà, de doute en tout cas. Des huiles donc, qui peuvent être certifiées, donc je vous parlais du CTPG de chez doTERRA, contrôlées, vérifiées par des tests. Il y a également des huiles qui sont présentées comme étant bio, donc là ça vous garantit que dans les plantes qui ont été cultivées pour faire cette huile essentielle, il n'y a pas d'adjonction de pesticides ou de métaux lourds, ou de présence de métaux lourds.
parce que souvent, on ne les rajoute pas, ils sont présents dans la terre, dans le sol, et elles vont du coup être présentes de quantité infinitésimale dans les huiles. Il y en a toujours un tout petit peu, on ne peut pas faire sans, souvent en tout cas, puis il y en a qui sont naturellement présents dans les terres, il y en a qui sont dans les terres parce que les terrains ont été traités, mais il faut essayer de s'assurer que les plantes ont été cultivées dans les meilleures conditions. Donc le bio, ça vous garantit ça, ça ne vous garantit pas par contre que l'huile a été fabriquée et conçue à partir de plantes qui ont été, on va dire, distillées au bon endroit, au bon moment, que la distillation est complète. Ça ne vous garantit pas non plus qu'il n'y a pas eu de trafic sur l'adjonction d'huile de moins bonne qualité ou de moins bonne, qui représente un coût moindre dans un flacon. Donc le bio, c'est bien, c'est très intéressant, ça ne garantit pas tout, ça n'est pas, on va dire, un élément suffisant pour que vous ayez totalement confiance dans une marque. Donc les propriétés anti-infectieuses des huiles essentielles. Donc on va définir maintenant les termes. Donc dans anti-infectieux, on regroupe 4 activités, donc 4 propriétés. L'activité antibactérienne, l'activité antifongique, l'activité antivirale et l'activité antiparasitaire. Donc les huiles essentielles vont éliminer ou réduire de façon significative les germes, les levures, les champignons, les virus, les parasites. Et c'est cette activité-là, cette propriété-là qui va nous intéresser et que l'on va du coup utiliser pour notre bien. Je vais détailler maintenant ces 4 éléments-là pour qu'on soit bien au clair sur les définitions. Donc les bactéries. Les bactéries, nous en avons des millions et des milliards dans notre corps. Notre intestin notamment peut avoir plusieurs milliards, normalement, contient plusieurs milliards de bactéries. Ces bactéries, elles sont indispensables à la vie. Ce sont ces bactéries qui nous permettent d'avoir un système immunitaire de qualité, qui nous permettent d'avoir des capacités de digestion, des capacités d'assimilation de tout ce que l'on ingurgite, tout ce que l'on respire, tout ce que l'on met sur notre peau. Donc les bactéries sont indispensables. Mais il y a aussi des bactéries qui sont mauvaises pour le corps humain, qu'on appellera donc des bactéries pathogènes, c'est-à-dire qui provoquent des maladies, ou alors des bactéries qui sont bonnes en soi, mais qui sont présentes à un endroit dans le corps humain où elles ne devraient pas être. Et tout ça provoque une réaction du corps. Les premières réactions, ça va être donc de solliciter notre système immunitaire, la défense naturelle du corps, et pour cela, elle va augmenter la température du corps, par exemple, donc ce qui provoque la fièvre, pour éliminer les bactéries qui sont sensibles à la chaleur. L'organisme peut fabriquer des enzymes pour avaler, manger, grignoter ces méchantes bactéries, ou alors développer des bactéries saines pour prendre la place. Il y a d'autres réactions possibles, et les huiles essentielles peuvent nous aider dans cette lutte implacable de notre organisme et de notre système immunitaire contre les méchantes petites bactéries. Les molécules qui sont les plus efficaces pour lutter contre ces bactéries sont les phénols, certains aldéhydes aromatiques, les aldéhydes terpéniques, les cétones, les oxydes. On va revenir là-dessus, ce sont des termes chimiques un petit peu barbares, qui représentent en fait des familles de molécules, et c'est à partir de ces familles de molécules que l'on va pouvoir déterminer quel est l'intérêt qu'elles ont sur le corps et quel est le danger qu'elles peuvent éventuellement présenter pour l'organisme. Antifongique, donc fongique, c'est tout ce qui est champignons, mycoses, levures, donc par exemple un panari, par exemple une mycose au niveau des pieds, un herpès labial, tout ça ce sont des champignons. Donc les champignons, ils se développent essentiellement sur la peau et sur les muqueuses. Parfois, elles peuvent également être présentes dans les poumons. Et elles atterrissent sur ces organes internes lorsqu'on a un système immunitaire défaillant. Les causes du développement de ces mycoses et champignons peuvent être externes, donc de la macération dans une chaussette humide que l'on garde longtemps, ou voilà, il peut y avoir un développement de virus, de champignons, parce que l'eau est un vecteur de développement de champignons. L'eau, c'est
indispensable de boire, évidemment, mais macérer dans de l'eau, c'est problématique. L'humidité, une trop forte chaleur, ou encore des champignons, des mycoses qui peuvent être transmis par l'homme ou par l'animal. Il peut y avoir également des causes internes, donc certaines maladies comme le diabète vont provoquer des mycoses. Il y a également, et là bon, c'est un peu plus délicat parce que scientifiquement c'est plus difficile à établir, mais en tout cas, il peut y avoir des causes psychologiques ou émotionnelles. On voit par exemple que le corps, lorsqu'il est stressé, peut développer de l'eczéma. Alors l'eczéma, c'est une réaction cutanée. Lorsqu'on a aussi des problèmes émotionnels ou des difficultés à faire face, ça peut développer également potentiellement des champignons, des mycoses et autres. Elles sont le plus souvent localisées sur la bouche, on parle de l'herpès labial, sur la peau, sur les cheveux, le cuir chevelu, les poils, les ongles. Les molécules les plus efficaces pour lutter contre ces champignons et ces mycoses sont les phénols, certains aldéhydes aromatiques, aldéhydes terpéniques, cétones, oxydes, mais également les alcools sesquiterpéniques, qu'on appelle aussi sesquiterpénols, les lactones également. Et sachez que pour traiter une mycose ou un champignon ou un herpès, on va avoir besoin de plus de temps avec les huiles essentielles que lorsqu'on lutte contre une bactérie ou un virus. Virus, on y vient. Donc, la propriété antivirale. Donc, les virus sont difficiles à traiter par la médecine habituelle, qu'on appelle la médecine allopathique. Quand on a la grippe, la médecine va vous donner du paracétamol pour faire baisser la fièvre, pour atténuer les douleurs, etc. Mais on ne traite pas le virus en direct. C'est compliqué. Le virus du sida, c'est pareil. Le virus du coronavirus, c'est pareil. On a du mal à trouver des armes synthétiques pour lutter contre les virus. Les huiles essentielles, elles ont des capacités scientifiquement établies d'éliminer ou de lutter contre ces virus. Donc voilà, c'est un atout tout à fait intéressant. Et les virus, par contre, eux, ils sont par nature infectieux. Je vous ai dit tout à l'heure que les bactéries, il y en avait des très bonnes et indispensables à la vie. Les virus, eux, sont forcément mauvais. Et ils ont besoin d'un hôte pour se développer et pour le vivre. L'hôte, parfois, c'est une molécule qu'on a dans son corps. Et c'est là où ça pose problème. Les virus se transmettent d'un individu à l'autre et elles peuvent provoquer des maladies, on l'a vu, comme la grippe, le sida, la mononucléose, les oreillons, certains types de rhume, la conjonctivite, la bronchite aiguë, la gastroentérite, etc. et plein d'autres. Pour lutter contre la présence de ces virus, le corps va réagir également avec de la fièvre, des douleurs, les courbatures lors de la grippe, on les connaît, je pense, plus ou moins tous, et des problèmes cutanés. Donc, pour lutter contre ces virus, on va utiliser des molécules telles que le 1,8-cinéol, le monoterpénol pour des maladies respiratoires, le linalol oxyde et le linalol pour les voies respiratoires basses, c'est-à-dire à partir de trachée, poumon, bronche. Voie respiratoire haute, c'est tout ce qui est la sphère ORL, le nez et tout ce qu'il y a à ce niveau-là. Et les voies basses, c'est un peu plus bas. Les cétones pour des virus pour certains types de virus, comme celui de la poliomyélite, et les aldéhydes terpéniques qui peuvent faciliter un traitement qu'on aura pris par ailleurs en diffusion ou en voie orale. Antiparasitaire, donc là, c'est une action contre les parasites. Les parasites sont des organismes vivants qui contaminent un hôte et qui utilisent ses ressources pour vivre. On cite l'exemple ici des vers intestinaux, des puces, des tiques, des poux, qui vont venir dans l'organisme ou sur la partie externe de l'organisme, la peau, les cheveux, et qui vont se nourrir de ce qu'ils vont trouver pour se développer et pour vivre. Ça peut provoquer des maladies comme la parasitose intestinale ou digestive, des problèmes de peau, la gale, le paludisme, la toxoplasmose. Et donc, pour lutter contre ces parasites, on utilise les phénols, les alcools monoterpéniques, les oxydes, cétones et lactones également, mais qui présentent plus de difficultés dans l'utilisation, notamment les cétones parce qu'ils sont neurotoxiques. Donc, pour les gens qui ont des problèmes neurologiques, épilepsie ou autres, éviter, voire interdire totalement les cétones, de même que pour les enfants, les femmes enceintes, les bébés, pas de cétones. On va revenir sur ce qu'il y a
où est-ce qu'on les trouve ces cétones? Donc les principales huiles anti-infectieuses, donc il y a la cannelle, les cannelles, cannelle de Ceylan ou cannelle de Chine, puisqu'ils contiennent de l'aldéhyde cinnamique, mais attention à ces huiles-là qui sont dermocaustiques, donc qui attaquent la peau. Donc on va les diluer à 5%, c'est-à-dire 5 gouttes pour 100 gouttes d'huile végétale, et on va l'interdire, la proscrire totalement chez les bébés, les femmes enceintes et les gens qui ont une peau sensible. Donc la cannelle, c'est le plus efficace avec l'origan, mais à utiliser avec de très grandes précautions. Donc j'en parlais tout de suite, l'origan, comme la sarriette des montagnes, qui contiennent du carvacrol. Donc attention, c'est une huile essentielle l'origan, qui aurait des propriétés ou en tout cas des effets néfastes pour le foie. Donc on va éviter de le prendre à forte dose et sur des durées prolongées. On va l'éviter tout court pour les personnes qui ont des problèmes de foie. Sinon, pour les gens entre guillemets sains, qui n'ont pas de problème de foie, on peut le mélanger avec par exemple de l'huile essentielle de citron qui a des vertus hépatoprotectrices, c'est-à-dire qui protège le foie pour annihiler les effets de l'origan. Mais d'une façon générale, on va essayer d'utiliser l'origan de façon parcimonieuse et sur des très courtes durées. Autre huile essentielle antivirale, antibactérienne, antifongique et antiparasitaire, le bois de rose, le bois de haut, le thym linalol, qui contiennent du linalol, de même que la lavande d'ailleurs, le palmarosa, le thym géraniol qui ont du géraniol, le thym tujanol, la marjolaine à coquille qui contiennent du tujanol, le titri qui contient du terpinol 4, la menthe poivrée qui contient du menthol et du menthone qui est un cétone. Donc attention, il y en a à peu près 20 à 40% dans une bouteille de menthe poivrée, donc il faut faire attention avec cette utilisation pour les propriétés antivirales, même si voilà, quelqu'un qui n'a pas de problème neurologique peut y aller. Voilà, mais il ne va pas falloir augmenter les doses. L'eucalyptus radié, le niaouli, le ravinzara, qui ont à la fois du 1,8-cinéol et de l'alpha-terpinol, mais encore une fois, je vous le disais, attention aux cétones, et l'1,8-cinéol, lorsqu'il est dans une molécule, lorsqu'il est synthétisé donc dans des huiles de mauvaise qualité, ça peut provoquer des crises style asthme, toux, larmes. Donc le 1,8-cinéol, c'est très bien, c'est même très très bien, mais faire attention à la qualité des huiles essentielles que l'on utilise. Je vous reparle de doTERRA ou on voit ça plus tard. Voilà. Attention au dosage. Les molécules admises comme les plus efficaces sont le carvacrol, le thymol, le cinnamaldéhyde, le génol, le chavicol, le géraniol, l'abitcinéol et l'alpha-terpinéol, le ninalol, et on peut également, pour aider, soutenir tout ça et faire un peu même de prévention, sinon on est malade et qu'on ne veut pas que les autres membres de la famille ou occupants de la maison soient malades également, utiliser en diffusion la plupart des agrumes, citron pamplemousse en particulier, qui contiennent du limonène, qui, lorsqu'il est diffusé dans l'atmosphère, réduit sensiblement la présence de virus, bactéries et autres. Le mieux, c'est de faire des synergies. Pourquoi des synergies? Alors, synergie, ça veut dire mélange, parce qu'on mélange des huiles et les molécules vont agir en synergie. C'est-à-dire ça va être 1 plus 1 égale 2, ça va être 1 plus 1 égale 3, 4, 5, puisque les effets des molécules vont se démultiplier lorsque celles-ci sont mélangées. L'intérêt de faire des synergies, c'est que, par exemple, pour l'aspect antiviral ou antibactérien, on va parler de spectre. Il y a certaines huiles, certaines molécules qui vont être efficaces sur quelques bactéries ou quelques types de virus. Et puis, il y en a d'autres qui vont avoir ce qu'on appelle un spectre large, c'est-à-dire qu'ils vont être efficaces sur une multitude de bactéries et de virus différents. Donc, pour s'assurer de l'efficacité de notre utilisation des huiles essentielles, on va essayer de faire des synergies de façon à mettre en commun les forces des différentes molécules qui sont présentes dans toutes ces huiles essentielles que l'on va mélanger, et de cette façon, on va balayer un spectre encore plus large, parce qu'on ne sait pas exactement quelle est la bactérie ou quel est le virus qui nous empoisonne l'existence. Donc, en élargissant un maximum le spectre, on a plus de chances d'attaquer
le virus ou la bactérie qui nous pose difficulté. Pour faire des synergies, on prend ces bouteilles d'huile essentielle, ces flacons, on enlève le codi-goutte et on utilise des pipettes en plastique, graduées ou en verre, comme celle-ci. Celle-ci, c'est un modèle qu'on trouve très facilement en parapharmacie, en magasin d'alimentation naturelle ou sur Internet. Donc, elles sont graduées, il y a 1, 2 et 3 millilitres. Et avec ces pipettes-là, on prend dans le flacon et on met dans un flacon en verre teinté notre mélange. Alors, en verre, parce que c'est une matière inerte. Donc, contrairement au plastique, il ne va pas y avoir de désagrégation de molécules du plastique qui vont migrer dans le liquide contenu. Le verre, c'est inerte, donc pas de souci. Et verre teinté, parce que les huiles essentielles, en règle générale, sont assez sensibles à la lumière, donc il va falloir effectivement utiliser des flacons teintés. On en trouve, là encore, en parapharmacie, en magasin d'alimentation naturelle. On va s'exprimer pour ces synergies en millilitres. C'est pour ça qu'on utilise nos pipettes graduées, parce qu'en gouttes, c'est beaucoup trop imprécis. Selon le codi-goutte et la marque d'huile qu'on va utiliser, 1 millilitre, ça peut représenter entre 20 et 40 gouttes. Il y a des gouttes, des grosses gouttes ou des petites gouttes, si vous voulez. Donc, pour être un peu plus précis, on va utiliser des pipettes graduées. Alors, on n'est pas à un dixième ou un millième de millilitre près. Donc, les pipettes ne sont pas hyper précises, mais voilà, on a 1 millilitre. Quand on vous dit 1 millilitre, il faut que ça atteigne à peu près la barre, le marquage 1 millilitre. Encore une fois, on n'est pas à un centième de millilitre près, mais voilà, ça nous permet d'avoir une proportion qui va être intéressante. C'est la raison pour laquelle nous nous exprimons en millilitres. Exemple des synergies. Donc, je vous rappelle que lorsque l'on a des symptômes, on peut essayer les huiles essentielles en première intention, plutôt par voie cutanée, sauf l'origan, par exemple, qu'on peut prendre en mélangeant avec du citron sur une mie de pain, un sucre ou du miel pendant 2-3 jours. Si jamais, au-delà de ces 2-3 jours ou 4, il n'y a pas d'effet, ou alors que les symptômes s'aggravent, médecin, avis médical impératif. Les huiles essentielles, c'est fabuleux. Ça ne fait pas forcément de miracle pour tout le monde. Chaque individu est différent. Et là, il faut une consultation chez un naturopathe ou un aromathérapeute qui aura été bien formé. Et à partir de là, on peut adapter cette synergie et ce mélange à notre cas particulier. Il faut prendre en compte nos allergies, nos éventuels problèmes de santé récurrents, nos problèmes de santé ponctuels, notre âge, notre sexe, notre état de santé, notre état de fatigue. Tout ça, ça peut influer sur quelle huile on va mettre dans notre flacon pour les utiliser. Donc, je vais vous donner quelques petits exemples. Donc, Dominique Baudou, par exemple, qui est le fondateur de Pranarum, qui est une des entreprises qui a remis au goût du jour les huiles essentielles en France, qui propose une synergie pour la grippe sur les voies respiratoires. Je vous laisse regarder. Ravinzara, 6 ml, Laurier Noble, 2 ml, Palmarosa, 2 ml. Donc là, ce sont des huiles qu'on utilise pures. Alors, le Ravinzara est fortement dosé pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est une huile qui a des propriétés anti-infectieuses intéressantes. Ce n'est pas le plus efficace, mais c'est intéressant. Mais en plus de ça, c'est une huile qui va booster votre système immunitaire et qui va donc aider les défenses naturelles de votre organisme pour lutter contre ces virus, ces bactéries et autres. Et donc, on le met à 6 millilitres. Comme ça fait effet de dilution par rapport au laurier noble, qui est un petit peu plus actif, on va dire. Alors, on vous propose là une posologie. Donc, posologie, terme médical, non, il ne faut pas dire. Mais par contre, on vous propose une façon de les utiliser. Ce n'est qu'une proposition, c'est selon, encore une fois, l'âge, le sexe, l'état de fatigue, l'état de santé général, etc. Là, ce n'est qu'une proposition. Si vous utilisez ça, par exemple 10 gouttes 8 fois par jour pendant 3 jours, dès les premiers symptômes chez l'adulte, si au bout de 3 jours, il n'y a pas d'effet notable, médecin. Une proposition pour les enfants. Donc, enfants, on va dire à partir en gros de 30 mois jusqu'à 10 ans. Donc, ça va dépendre pas de l'âge, je viens de le dire, mais de la constitution, du poids de l'enfant. On va pouvoir passer sur la formule adulte, faire un entre-deux. Et en dessous de 30 mois, il faut diluer. Mais on peut utiliser les huiles essentielles pour les bébés.
certaines vont être à proscrire. J'en parlais, ce qui contient des cétones, comme l'amande poivrée ou d'autres. Il y en a d'autres qu'on peut utiliser de façon diluée. Alors, dès lors qu'on attire votre attention sur la dermocausticité, la sensibilisation, l'élément allergisant de l'huile essentielle, on ne met pas du tout pour les bébés. Femmes enceintes, on va plutôt diluer. Il y en a qu'on va interdire, toutes celles qui ont des effets abortifs. Je crois que c'est le cas des cétones aussi. Ça, non. Mais par contre, on peut utiliser pas mal d'huile essentielle pour les femmes enceintes. On va les diluer par précaution. D'autres synergies, donc Ravintsara, tea tree, lemongrass à concentration égale, plus 4 ml d'huile végétale. J'ai mis la macadamia parce que c'est une huile qui pénètre facilement dans l'organisme. Voilà, proposition, encore une fois, ce n'est pas à prendre au pied de la lettre. Ce sont des exemples qu'il faut, encore une fois, adapter au cas particulier de la personne qui va utiliser ces huiles. Lorsqu'on a une grippe, il arrive qu'on ait des courbatures, assez souvent même, donc on peut utiliser de l'huile végétale de millepertuis avec de la Gualtérie, du romarin acénéole et du génévrier commun. J'attire votre attention, ça me donne l'occasion d'attirer votre attention sur la Gualtérie. La Gualtérie est composée à entre 70 et 90% de salicylate de méthyle ou acide salicylique. C'est la même molécule que l'on trouve dans l'aspirine. Si vous êtes allergique à l'aspirine, vous bannissez la Gualtérie. Il y a d'autres alternatives pour lutter contre les douleurs, puisque la Gualtérie, c'est un anti-inflammatoire antalgique puissant. Il y a des alternatives. On en parlera dans une présentation sur les huiles antidouleurs. Je pense là tout de suite comme ça au catrafet, qu'on ne trouve pas partout, mais qui est assez intéressant. Ou par exemple là, l'eucalyptus citronné, qui peut être aussi intéressant à mélanger avec de la Gualtérie ou à mettre à la place de la Gualtérie. Ou encore, nous avons d'autres solutions comme le copaïba. Copaï. Autre type de grippe, cannelle, niaouli, origan, titri et huile végétale. Donc la cannelle, je rappelle, à diluer toujours, c'est pour ça qu'elle n'est qu'à 1 ml sur 10. Donc là, ça fait une dilution à 10%. Et l'origan, dilué car hépatotoxique. C'est pas forcément la dilution qui va être importante. Là, c'est voilà, avec quoi on le met. Là, en l'occurrence, avec le niaouli, ça peut avoir un effet intéressant, le titri également. Donc, encore une fois, je mets pendant 2-3 jours des propositions parce qu'au bout de 2-3 jours, on va arrêter la cannelle, l'origan, de préférence. Pour des virus gastro-intestinaux, on peut utiliser du saro ou du ravintsara. C'est très proche. Les deux sont cultivés essentiellement à Madagascar, sauf que la culture du ravintsara fait souvent des dégâts sur le plan écologique, environnemental. La culture du saro en fait beaucoup moins. Maintenant, c'est vrai que le ravintsara, on le trouve plus facilement. Ce n'est pas une huile qui est extrêmement chère et c'est une huile, lorsqu'elle est de bonne qualité, et on achète au Terra depuis peu, en 2020, lorsqu'elle est de bonne qualité, c'est une huile qui ne présente absolument aucun danger, aucune toxicité. Donc, on peut en mettre en pur des gouttes, un nombre de gouttes relativement important. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ça booste le système immunitaire. Donc, en prévention, le ravintsara, on peut l'utiliser notamment chez les personnes âgées ou les personnes fragiles ou les personnes sensibles. Ça prévient en activant le système immunitaire. Donc, titri, laurier noble, camomille noble, estragon. L'estragon, c'est une des huiles avec le basilic français qui sont très intéressantes sur le plan digestif. Donc, dès lors qu'on a des problèmes au niveau digestif, il faut avoir le réflexe estragon ou basilic à diluer. Gastro-entérite, une proposition, cannelle de Chine, giroflier, origan compact, sarriette des montagnes et menthe poivrée. À n'utiliser que pour les adultes, parce que le giroflier et la cannelle, c'est assez toxique, toute proportion gardée, mais en tout cas pour les personnes sensibles, enfants, bébés, femmes enceintes, il faut éviter. L'origan, on l'a déjà vu pour le foie, sarriette des montagnes un peu aussi, menthe poivrée, voilà. Il y a des cétones en petite proportion, mais quand même, il faut en tenir compte. Pour l'angine, thym à tujanol, titri, menthe poivrée. Donc, ce sont des mélanges, des propositions qui sont intéressantes à utiliser sur des petites périodes, encore une fois, et 3 fois par jour, 5 fois grand maximum.
pour les angines. On peut également vous proposer le thym tujanol, le linalol, le niaouli, le thym linalol, pardon, le niaouli, le lemongrass, avec un peu du végétal type noisette, mais il y en a d'autres qui peuvent être intéressantes, qu'on peut appliquer sur la gorge 3-4 fois par jour pendant 3 à 5 jours. Petit exemple d'affection fongique, par exemple mycose cutanée, donc on va mettre un petit peu de giroflier, du palmal rosa, du laurier noble, du lemongrass, du thym tujanol et beaucoup d'huile végétale parce que, encore une fois, giroflier jamais pur, thym tujanol évité pur, laurier noble, lemongrass c'est un peu moins problématique. Les mycoses, comme les herpès, c'est plus long à traiter, comme je le disais, qu'un virus ou une bactérie. Donc là, on peut y aller, puisqu'on l'a bien dilué, pendant 2 semaines. 4 fois par jour, normalement, même avant, vous faites partir les mycoses, sans problématique. Voilà, c'est terminé pour cette présentation sur les huiles essentielles anti-infectieuses. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous êtes allé au bout. J'espère surtout que ça vous a plu. N'hésitez donc pas à la commenter sur le site internet revera.net, sur la page Facebook Revera et sur le groupe Facebook auquel je vous invite à demander une invitation qui est donc Santé Naturelle Revera. Évidemment, je répondrai aux messages en vous donnant des indications complémentaires si vous le souhaitez. Et vous pouvez aussi voir sur revera.net que nous proposons la vente d'e-books tels que celui-ci sur différents sujets. Les choses vont être alimentées au fur et à mesure. Voilà, si vous avez des sujets que vous voulez voir présentés en particulier, n'hésitez pas à en faire la demande par mail ou par le formulaire présent sur le site revera.net. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci beaucoup. Au revoir.